Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. Donc, c'est notre septième webinaire de la septième webinaire Covid, hein, et l'avant-dernier. Donc, c'est un webinaire en deux parties. Aujourd'hui, c'est la première partie et mardi prochain, donc toujours les mêmes dates. Mardi prochain à 15 heures, on aura la suite sur le plan de redressement. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, hein, je suis Emmanuelle Hervé, je dirige l'agence de gestion de crise EHEA, vous voyez le logo en bas à droite. Nous intervenons auprès des entreprises privées pour les accompagner en temps de paix à la rédaction des processus de gestion de crise, à la formation des équipes de crise à la gestion de crise, et nous organisons aussi de nombreux exercices de simulation qui soient des exercices sur table ou des exercices grande ampleur, enfin toutes sortes d'exercices de mise en pratique en fait des plans de crise. Nous intervenons également, bien entendu, à chaud. Alors à chaud, ça peut être toutes sortes de crises. Ça peut être du retrait produit, les crises très classiques d'accidents industriels, de pollution, mais aussi, et de plus en plus souvent, des cyberattaques, des affaires de corruption, des scandales, de chantage de tout genre. Et nous accompagnons dans ces cas-là le patron ou le comité de direction à la gestion de la situation. Voilà, ça c'est pour qui on est. Donc aujourd'hui, l'idée de ce webinaire qui nous a paru, il est peut-être moins marrant que les précédents, plus sérieux, mais tout aussi important puisque cette sortie de confinement, la crise n'est pas terminée, loin s'en faut, la crise du Covid en tout cas, et probablement que malheureusement de nombreuses entreprises vont se retrouver en difficulté financière. Et ce que je voulais amener aujourd'hui, c'est avec les deux spécialistes qui sont avec moi, Anne et Stéphane, que je vais vous présenter, c'est vraiment des moyens pratico-pratiques pour votre entreprise. Quelles questions est-ce qu'il faut se poser? Quels chiffres est-ce qu'il faut regarder? Comment est-ce qu'on attaque en fait la situation avant qu'elle dégénère pour éviter, hein, toute l'idée de ces deux webinaires, c'est comment on évite une procédure collective ou une catastrophe, hein, en fait. Et donc, on va regarder l'état financier de vos entreprises. Donc, je commence avec Anne. Hein, donc, Anne et Stéphane sont deux grands spécialistes de ce qui s'appelle dans notre jargon le retournement d'entreprise. Donc, comment est-ce qu'on fait pour éviter une procédure collective de faillite? Comment est-ce qu'on retourne l'entreprise pour la remettre dans le bon sens? Donc, Anne Jacquet-Nocari, qui est une spécialiste, enfin qui est une financière, hein, qui est DAF, DAF comme on dit, directrice administrative et financière de nombreuses PME et filiales de grands groupes. Elle a fondé une société de consulting qui s'appelle Jocari Effective Finance en 2007. Et elle est DAF externalisée, donc spécialisée dans le business intelligence. Elle vous en parlera tout à l'heure. Et elle a été également directrice générale du fonds Fred Partners de 2008 à 2012. Voilà, donc ça c'est Anne que vous voyez là, en haut à gauche c'est moi. Et Stéphane, je ne sais pas s'il a repéré, parce que c'est l'unique homme aujourd'hui. Donc Stéphane est fondateur et dirigeant de PME. Alors, il apporte toutes les facettes finalement du retournement parce que Stéphane a eu une vie qui était finalement de tous les côtés de l'entreprise. Il était dirigeant d'un fonds, hein, de retournement qui s'appelle Fred Partners. Il est consultant spécialisé de retournement auprès des fonds, donc il va intervenir auprès des entreprises pour aider à ce retournement. Et il est également manager de transition spécialisé en retournement et gestion de crise. Donc là, c'est vraiment hands-on, comme on dit, très opérationnel. J'arrive, je prends en main la situation et j'aide le patron, comité de direction, voire le conseil d'administration à retourner l'entreprise. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va aborder cette idée de où est-ce qu'on en est, c'est quoi les signaux faibles, c'est à quoi ils peuvent ressembler, quels sont les indicateurs financiers, bien entendu, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas se laisser déborder, quels sont les biais cognitifs, qui sont les mêmes biais qu'on retrouve en gestion de crise classique, hein, qui font que le chef d'entreprise ou son codir peut rester stagné dans une espèce d'état de déni. Hein, c'est aussi pour ça qu'on avait ce sous-titre de webinar ça va même, ça va bien se passer, c'est pas si mal, etc. Alors ça va peut-être bien se passer, mais ça se passera d'autant mieux
si on regarde vraiment précisément où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quels sont les risques, quels sont les scénarios d'évolution défavorables et du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en place de façon immédiate et préventive, donc les premières mesures pour que ça n'arrive pas. Voilà, voilà. Donc, comme d'habitude, l'intervention dans sa totalité va durer 30 minutes. Au bout de 30 minutes, vous pourrez, et tout au long d'ailleurs des interventions, vous pouvez poser vos questions en bas à droite dans le petit questions-réponses et nous consacrerons un petit quart d'heure, voire plus si affinité, pour répondre aux questions. Et voilà, donc je vais laisser la parole à Stéphane qui va commencer par voilà, ces indicatifs de signaux faibles. Il y aura des slides qui vont venir aider le, le propos. Voilà. Donc, Stéphane, je t'en prie. Merci Emmanuel. Oui. Pour parler d'état de crise et de la sortie d'état de crise, il faut effectivement s'intéresser dans un premier temps à caractériser ce que c'est qu'une crise et comment on l'aperçoit dans l'entreprise. Parce que la nature humaine est ainsi faite qu'on a tous tendance à repousser les échéances qui nous concernent et qui ne sont pas agréables, voire cruelles, à pas vouloir nécessairement voir immédiatement un problème, oui, bon, on verra demain, ou alors on attend la signature d'un marché, ça va tout arranger, etc., etc. Bref, il y a comme ça une réaction naturelle aux choses. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les acteurs, les partenaires qui sont proches de l'entreprise, mais qui ne sont pas dans l'entreprise, je veux dire par là le commissaire aux comptes, l'expert comptable, le banquier, le responsable de la société d'assurance crédit, enfin le gestionnaire de votre compte dans une société d'assurance crédit, la même chose dans une assurance de garantie export, etc. Ce sont des gens qui observent votre entreprise, qui observent les signaux faibles de votre entreprise, qui ont des tas d'outils d'ailleurs pour faire leur métier, pour analyser les ratios, pour analyser les marchés sur lesquels se trouve l'entreprise, etc., etc. Ils en savent généralement beaucoup sur l'entreprise. Ils vous demandent de publier vos comptes, évidemment, et ils les exploitent. Et en fait, c'est eux qui vont percevoir en premier, bizarrement, le fait d'une crise. Et le fait d'une crise, c'est simplement un ensemble d'alertes qui ne se sont pas traitées comme il aurait fallu qu'elles le soient au fil du temps et qui, à un moment donné, s'accumulent et se traduisent par une situation de crise. Et eux détecteront la situation de crise probablement avant que l'entrepreneur, le patron de l'entreprise, ait la conscience réelle d'être en crise et donc de conduire le plan d'action qui va permettre de sortir de la situation de crise. Et une crise, ça se caractérise, les signaux de la crise, qui quand ils sont cumulés sont de la crise. Il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. On commence rapidement par les facteurs exogènes. Je ne vais pas les énumérer, vous les avez sous les yeux. Mais on comprend aisément qu'une réduction significative d'un marché porteur, ça peut être un facteur de crise pour l'entreprise. Une crise systémique comme celle que nous connaissons en ce moment, la crise du Covid, et les conséquences économiques qui vont arriver malheureusement à partir de juin en gros, et qui sont la conséquence de la crise sanitaire, c'est un facteur exogène, etc., etc. Et puis, il y a des facteurs endogènes. Et les facteurs endogènes, quand ils sont produits, c'est pas très grave, c'est la vie de tous les jours. Il y a des choses qui se passent. Le rôle de l'entreprise et du patron de l'entreprise, c'est d'apporter une réponse à la question qu'on va lui poser. Par exemple, votre commissaire aux comptes va vous dire, tiens, j'ai observé qu'il y avait une augmentation significative du poste client. Bah oui, il y a une augmentation significative du poste client parce que. Et puis, on va d'ailleurs conduire probablement une action pour essayer de ramener le poste client à sa juste valeur. Ça, c'est la vie de tous les jours. Ça peut être un signal de crise, un signal d'alerte, mais on va y apporter une réponse. En revanche, la survenance simultanée de plusieurs de ces signaux d'alerte, c'est ça qui caractérisera la crise dans le regard des partenaires de l'entreprise. Et c'est là où vous devez avoir la conscience, où nous, patrons d'entreprise, devons avoir la conscience qu'on est dans une situation de crise et qu'à partir de là, il nous appartient de mettre en œuvre un plan de redressement, un plan de sortie de crise. Voilà, alors les signaux endogènes, on en a là, énuméré un certain nombre. Évidemment, selon le secteur d'activité, pas selon la taille d'entreprise, parce que la taille d'entreprise n'y change rien en fait. Une augmentation du turnover, bah oui, l'augmentation elle est proportionnelle au nombre de salariés évidemment. Donc la taille est assez indifférente. En revanche, le métier peut amener à mettre en avant des critères particuliers. Je pense notamment à la non-conformité. Ben ça relève plutôt de l'industrie que du retail, par exemple, du service. Voilà, donc la survenance simultanée de plusieurs de ces facteurs, c'est ça qui caractérise la notion de crise. Et à partir de ce point-là, on doit être
on doit avoir élaboré et on doit être dans une logique de plan de redressement. Voilà pour ce premier point. Merci beaucoup. C'est assez clair. Alors moi, je vais faire un parallèle pour ceux qui ont plus l'habitude avec la gestion de crise de façon générale. Effectivement, on a toujours, quand on écrit un plan de crise, ce qui est fondamental, c'est de basculer en crise. J'en parlais encore ce matin avec la Chambre de commerce. C'est ce point de bascule. C'est qu'est-ce qui fait que, quels sont les éléments additionnés les uns sur les autres, on appelle ça des triggers ou le système expert d'aide à la décision, des questions qu'on se pose et que s'il y a 3 oui là et un peut-être là, clac, il faut absolument ouvrir la cellule de crise. Et ça, c'est le même, voilà, finalement, c'est complètement le même processus. Et il faut se dire que d'un point de vue financier, il faut suivre finalement la même logique. Et les biais cognitifs sont les mêmes. Moi, ça va aller, moi, je vais réussir à m'en sortir. Le biais d'optimisme, qui a été très, très fort dans cette crise du Covid avec le gouvernement français. Et aussi le biais de ça arrive, oui, c'est normal, c'est arrivé à Tartampion, mais enfin, je sais très bien qu'il gère son affaire n'importe comment, donc voilà, et moi, ça ne va pas m'arriver. Et donc, ça, c'est aussi un autre biais qui fait qu'on ne regarde pas les choses voilà, de façon de façon factuelle, tout simplement. Alors, on va passer à la suite. Donc, Donc, merci Emmanuel. Je parlais de la notion de plan de retournement, un plan de redressement. Une sortie de crise, d'abord et avant tout, c'est pas de l'improvisation, c'est pas de l'inspiration, c'est pas du hasard, c'est un plan et une méthode. C'est un plan qui, en général, passe par 3 phases, qui très souvent, ces 3 phases correspondent d'ailleurs à 3 exercices sociaux. Ça peut ne pas l'être le cas, mais de ce que j'ai pu vivre et observer, ça a très fréquemment été le cas. Une première phase, éventuellement un premier exercice, donc, où on va se concentrer sur l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire l'EBE, ce qui est juste avant le résultat d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, ce qui est l'indicateur de la situation de cash flow de l'entreprise, parce que le but du jeu, ça va être de retrouver un cash flow positif. On comprend volontiers, donc la phase numéro 2, ça va être la relance, essayer de relancer l'entreprise, la machine. On va déjà donc dans la phase numéro 1 la nettoyer, faire en sorte qu'on redevienne positif. Dans la phase numéro 2, on va la relancer, la machine. Et dans la phase numéro 3, on va reprendre le rythme de croissance avec des diversifications, de l'investissement, je ne sais pas moi, de l'international, etc., etc. Et là, on va se concentrer sur le résultat. Pour la phase numéro 1, on comprend volontiers qu'il est impossible de conduire une relance si on n'est pas dans une situation où l'entreprise génère un minimum de cash, donc du cash flow positif. D'accord ? Pourquoi ? Parce que qui dit crise dit difficulté financière. En général, la crise résulte des difficultés financières d'ailleurs. Et au moment où on est dans cette situation, en règle générale, les banquiers et les investisseurs, ils ne frappent pas à la porte. C'est même extrêmement rare. Donc, on va être dans une situation où il va falloir se débrouiller par soi-même pour arriver à régénérer un cash positif et rentrer dans cette phase 2 où là, il y a un certain regain de confiance possible si on a bien mené sa barque. Et là, on va peut-être pouvoir trouver un complément de financement, soit auprès des banques, soit auprès d'autres outils financiers, soit auprès des fonds d'investissement ou des actionnaires en général. Voilà. Aujourd'hui, on va même pas pouvoir traiter la phase 1 dans son ensemble. On ne va traiter que les mesures d'urgence dans la phase 1, c'est-à-dire le tout début du plan, le tout début de l'histoire. OK. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation donc, des différentes étapes. Donc, c'est les mesures d'urgence, c'est comme vous voyez, comme dans la gestion de crise, je le répète très très souvent, ce qui compte, c'est la méthode. Donc, c'est d'abord de déclencher cette méthode, de s'apercevoir qu'il faut la déclencher et ensuite de la suivre de façon extrêmement disciplinée jusqu'au bout. C'est ça qui va être en tout cas un garant de succès. Donc, je te laisse expliquer quelles sont les mesures d'urgence. Avant de rentrer dans la technique, si je puis dire, dans la popote, quelques généralités simples, parce que la psychologie de la chose est vraiment importante. Tu l'évoquais tout à l'heure, Emmanuel, au niveau des biais cognitifs. Oui, la psychologie de la chose, elle est vraiment très, très importante. Et il y a quelques règles d'hygiène, j'appellerais ça de l'hygiène, qu'il faut bien avoir perçues. Effectivement, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est important, rien ne tient au hasard ou à la chance. La sortie de crise, c'est un plan, une méthode, un process maîtrisé. Et c'est très important.
Il y a les facteurs clés de ce plan qu'on va évoquer dans la suite de cette présentation ne sont pas relatifs à la taille d'entreprise, que l'entreprise, je rappelle que cette présentation s'inscrit dans le cadre des PME et des ETI. Évidemment, si on parlait de la filiale d'un groupe international, la chose serait tout à fait différente. Là, on parle de PME et d'ETI. Et s'agissant de PME et d'ETI, les facteurs clés sont les mêmes, quelle que soit la taille d'entreprise. Qu'une PME fasse 10 millions d'euros ou qu'on traite une entreprise qui fait 200 millions d'euros, la problématique, la structure et la recette du plan sont les mêmes. À cette différence près qu'il est probablement plus facile de traiter, on a plus de levier sur une entreprise de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires que sur une entreprise de 10 millions. Mais l'énergie, la méthode et le plan seront les mêmes. En revanche, la recette va s'adapter en fonction du métier de l'entreprise, car on comprend bien que s'il s'agit d'une entreprise de service, d'une entreprise industrielle ou une entreprise de retail, les masses et les points de repère qui constituent le BE sont évidemment différents. Donc la recette s'adaptera au métier, mais pas à la taille d'entreprise. Voilà. Deux conseils, si je peux me permettre. Le premier, c'est il y a un plan, 3 étapes, on l'a vu. Et ça, c'est vraiment le fruit de 20 ans d'expérience à accompagner des entreprises qui étaient d'abord les miennes, ensuite celles des fonds que j'ai créés, puis après ça, celles des autres fonds avec lesquels j'ai travaillé dans des situations délicates, pas chercher à brûler les étapes. Et là, je dois prendre 30 secondes pour dire quelque chose de fort d'important, c'est que l'entrepreneur de l'entreprise, dans cette circonstance, va se trouver au milieu de plein de pressions contradictoires. Évidemment, les actionnaires auront un regard sur l'entreprise qui doit donner du résultat et dans le plus court terme possible, évidemment. C'est normal. Les salariés de l'entreprise auront une vision de la situation qui leur est propre parce que là, leur vie est en jeu, leur emploi est en jeu. Il y a donc un facteur humain important dans leur regard sur la situation. Le commissaire aux comptes, lui, il ne veut pas prendre de risques, il veut bien certifier les comptes à condition 2 et la liste des conditions est longue comme ça. Donc chacun aura un regard différent sur l'entreprise et le patron, éventuellement le COMEX, mais le patron, en tous les cas, il se retrouve au milieu de tout ça à subir plein de pressions. Et malgré les pressions, le plan, la méthode, le déroulement, les étapes, le process, c'est ça la route à suivre, quelles que soient les pressions. Et là, il faut effectivement être capable de faire preuve d'une certaine résilience, d'un certain courage, d'un certain charisme aussi, bien sûr. On va l'évoquer quand il s'agira des partenaires, des fournisseurs et des clients. Et il va falloir savoir résister au stress, même au moment de prendre des décisions qui, malheureusement, parfois sont difficiles et cruelles. Et pour rebondir sur cette idée, le chef d'entreprise dans cette situation, c'est vraiment le pilote en fait de sa cellule de crise. Et pour continuer mon parallèle, hein, c'est le capitaine du bateau. Le capitaine du bateau, il ne faut pas qu'il aille écoper, parce que s'il va écoper, il voit plus, il n'est plus à la vigie, il voit plus de loin. Donc ça, il faut faire très très attention à ça, à être tenté de rentrer dans l'opérationnel pur, de s'occuper d'un certain nombre de tâches tout à coup. Et on perd, si on fait ça, alors ça rassure hein, au début, parce qu'au moins on est en train de faire un truc. Cependant, ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est vraiment de garder le recul tout le temps, de garder un coup d'avance, de réfléchir, d'affronter les scénarios d'évolution défavorable, même s'ils ne sont pas encore arrivés, et de se dire quel est mon plan si jamais ça arrive. Et donc, ce coup d'avance, si vous commencez à écoper, vous ne pouvez plus l'avoir. Et donc, c'est fondamental de garder cette position de capitaine du bateau. Pour détendre l'atmosphère et très anecdotiquement, j'avais un prof d'économie avec lequel je m'entendais très bien quand j'étais un peu plus jeune. Et à chaque fois que j'entrais dans son bureau et que je lui disais, vous savez Raymond, je crois qu'on a un problème, sa réponse était toujours la même. Mais Stéphane, tu as la solution ou tu fais partie du problème? Et c'est exactement ça la chose. Dans une situation de crise, vous allez avoir 20 personnes par jour qui rentreront dans votre bureau en vous disant ah, Stéphane, on a un problème, c'est énorme, etc., etc. Le problème, il est énorme pour lui, pour vous, qui êtes concentré sur le BE et rien que le BE dans la phase numéro 1, c'est peut-être pas un problème. C'est bon, bah ok, d'accord, on ne peut pas tout régler, on ne peut pas tout traiter, parfait. Et ce qui serait bien, c'est qu'il m'apporte les éléments de réponse. Voilà, les éléments de réponse et les éléments de langage au problème. Et puis, ce qui sera encore mieux, c'est qu'il le règle. Et là, il faut responsabiliser les équipiers du bateau. Et justement, on va parler des hommes. On va parler des hommes. Et sur ce point, on avait consacré en tout début de confinement un webinaire entier qui s'appelait le leader confiné.
hein, que je vous invite du coup à revoir peut-être. Il est en replay sur la chaîne YouTube. Donc, je te laisse parler des hommes qui sont absolument essentiels à la réussite du projet. Et c'est le facteur. Je parlais tout à l'heure des facteurs fondamentaux dans le slide précédent. Il y a deux vecteurs fondamentaux dans la mise en œuvre d'un plan et dans la conduite du plan, les hommes et le chiffre. Évidemment, le cash, mais le cash est une conséquence, ce n'est pas une clé. Les hommes et le chiffre. Je vais commencer par les hommes et Anne nous parlera du chiffre. Dans une situation de crise, la première chose qu'on observe, c'est que les hommes ont perdu leur repère. C'est-à-dire qu'on va voir le directeur général qui décharge les camions, on va voir l'expert comptable, enfin le responsable comptable et financier de l'entreprise qui fait l'inventaire, on va avoir le directeur commercial qui fait je ne sais pas quoi. Bref, on est dans une espèce de mouvement brownien comme ça, et ça s'explique assez volontiers, parce que s'il y a crise, il y a perte de confiance. Perte de confiance dans l'entreprise, dans le projet de l'entreprise, la notion de projet est essentielle. Donc, perte de confiance dans le projet de l'entreprise, perte de confiance dans les collaborateurs, parce qu'il est humain aussi de considérer que ce n'est pas de ma faute, mais si les autres avaient fait leur boulot, on n'en serait pas là. Voilà. Et perte de confiance au fond en soi aussi, parce que quelque part, même quand on ne l'avoue pas, on sait très bien que voilà, on se pose des questions de savoir si on a fait ce qu'il fallait quand il le fallait, comme il le fallait. Et le rôle du pilote du plan, ça va être, ou de ceux qui l'accompagnent, et c'est plus facile pour celui qui accompagne que pour le patron d'entreprise d'ailleurs, ça va être de repositionner les hommes. Et repositionner les hommes, c'est d'abord et avant tout redéfinir des missions et des objectifs individuels qui s'inscrivent dans la phase 1. C'est-à-dire que peut-être on changera les objectifs, peut-être on changera les missions quand on en arrivera à la phase 2 et a fortiori dans la phase 3, mais dans la phase 1, on doit définir des missions et des objectifs individuels qui matchent avec le projet qui est retourner à un cash flow positif et donc améliorer le BE. Et vraiment, il faut s'en tenir à ça et que tout converge à cela. Le deuxième aspect humain, il faut recréer un projet d'entreprise, il faut recréer une équipe et arriver à passer au-dessus de cet état de défiance. L'espoir est effectivement un projet commun comme il est écrit, mais c'est très fort. L'espoir, même si ça conduit à des efforts importants, voire à des sacrifices, l'espoir, c'est un vecteur extrêmement puissant de solidarité et d'action ensemble. Et pour qu'il y ait espoir, il faut qu'il y ait un plan d'abord. Il faut communiquer sur ce plan, il faut annoncer ce plan en toute transparence. Là, il n'est plus temps de se raconter des histoires, il faut que chacun soit au même niveau d'information et conscience d'une situation. Il ne faut pas la dramatiser, mais il faut l'exposer. Les gens sont responsables, les collaborateurs d'une entreprise sont responsables. Il faut exposer les étapes de ce plan en disant, voilà, les enfants, on va passer par là, enfin les enfants, je ne sais pas, mais on va passer par tel point, tel autre point et tel autre point. Il va falloir exposer aussi les mesures pour passer de tel point à tel autre point. Il va falloir faire ci, il va falloir faire ça, et il va falloir déterminer l'horizon à terme en leur disant, je ne vous promets pas que c'est dans 15 jours qu'on va aller beaucoup mieux, c'est peut-être dans 1 an, c'est peut-être dans 2 ans, mais voilà le plan pour y arriver. Et puis, il va falloir régulièrement communiquer en interne, parce que les gens auront besoin, pour pouvoir adhérer à ce projet commun, y adhérer de façon continue, de façon durable, ils vont avoir besoin de savoir où ils en sont. Eux, individuellement, eux, collectivement, et vous, patron de l'entreprise, vous allez aussi avoir besoin de prendre la température de l'état psychologique de l'équipe, de façon à pouvoir traiter les cas particuliers, parce que finalement, au bout du compte, tout ça n'est qu'une chaîne. Produire le BE, c'est une chaîne fonctionnelle. La vitesse d'évolution de cette chaîne fonctionnelle, elle est finalement limitée à ce fameux maillon faible, le maillon le plus faible. Et il est important pour vous que vous puissiez identifier ce maillon faible ou ces maillons faibles de façon à les booster, à les soutenir, un peu comme on soutient des élèves en difficulté dans une classe, pour que le rythme d'évolution de l'entreprise soit le même dans toutes ses fonctions. Voilà, et il ne peut pas y avoir de conduite du plan, quels que soient les moyens dont on dispose, s'il n'y a pas cette soudure humaine autour d'un projet commun. Anne, je te donne la parole sur le chiffre. Merci Stéphane. Donc, le deuxième pilier de ce plan de redressement, c'est évidemment le chiffre. Et le chiffre au singulier parce que, encore une fois,
C'est très important dans chacune des entreprises de rassembler une information qui soit cohérente pour s'assurer qu'on puisse s'appuyer dessus pour prendre des décisions. Donc, on a pour la mise en œuvre des aspects économiques, évidemment, 2 piliers essentiels. La gestion du plan de trésorerie, donc un plan de trésorerie qui soit fait au fil de l'eau et donc qu'il faut nourrir avec des informations chiffrées, réelles, le plus exactes possible. Et puis, la connaissance objective des prix et des coûts de revient de chacun des produits, de chacune des affaires, de manière à avoir une idée très claire sur la vraie marge de l'entreprise. Alors, pourquoi on est obligé de rappeler ça? Parce que pour aller prendre des décisions, négocier avec des banques, avec des fournisseurs, peut-être envisager un PSE, donc discuter aussi avec des salariés, avec des comités d'entreprise, etc., il faut être sûr de s'appuyer sur des informations exactes. Et on voit de manière quasi systématique dans toutes les entreprises dans lesquelles on passe, quelle que soit leur taille, qu'on a des informations qui semblent justes pour les uns et les autres et qui ne sont pas cohérentes entre elles. Ce n'est pas parce qu'on a des comptes sociaux qui sont validés par des commissaires aux comptes, par exemple, qu'on a une information très claire, exacte et qu'on peut utiliser facilement. Sur un point qui semble évident et pourtant qui ne l'est pas, c'est les comptes clients et fournisseurs. Dans toutes les entreprises qui sont en difficulté ou qui ont une difficulté du poste client, on s'aperçoit que les comptes ne sont pas à jour suffisamment régulièrement, pas suffisamment clairs pour qu'on ait une idée exacte de ce que doivent les clients et de ce qu'on doit aux fournisseurs aujourd'hui ou à terme. Donc, c'est très important de réunir cette information et de la mettre à jour. Et de la même manière pour le chiffre d'affaires et les marges. Le chiffre d'affaires, vous allez me dire souvent, il est exact. Et en fait, très souvent, on a plusieurs chiffres d'affaires dans une entreprise parce que chacun a sa vision du chiffre d'affaires. Voilà. Et donc, il faut déjà rassembler toutes les personnes autour d'une même cohérence d'information. Et alors, la marge, évidemment, encore plus, puisque derrière la marge, on a évidemment tous les coûts qu'on va prendre en compte. Donc, la valeur, le prix de revient, donc la valorisation des stocks. Et là aussi, on n'a pas forcément une cohérence entre ce qu'on va avoir dans les tuyaux de l'ERP et ce qu'on va avoir au final dans une marge comptable. Voilà, pour plein de raisons que, évidemment, je me ferai un plaisir d'expliquer aux gens que ça intéresse, mais qui peuvent pas prendre des jours. Voilà, ceci suppose évidemment deux fondamentaux, c'est qu'on mette à jour les informations de l'entreprise, et sans attendre évidemment qu'il y ait une crise, de manière régulière. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des process clients, fournisseurs, il faut qu'il y ait une gestion commerciale qui soit à jour, et notamment sur la partie des achats, parce que c'est là où on va avoir souvent des trous, des incohérences. Et puis tout ça, c'est une question de temps. Et très souvent, on a des données, mais on ne sait pas les étaler dans le temps parce qu'on n'a pas mis les bonnes informations sur les délais de livraison prévus, sur les conditions de règlement des fournisseurs, sur la date à laquelle on est censé recevoir les commandes. Donc, toute cette gestion du temps, ça va donner des informations qui seront précises pour faire un plan de trésorerie. Puisqu'un plan de trésorerie, par nature, c'est complètement transversal. Ce n'est pas à la compta qu'on va avoir les informations, puisqu'il faut avoir des informations réelles, engagées et prévisionnelles. Le réel, vous allez me dire, on va le trouver quelque part dans la compta. L'engagé, on va en trouver un petit bout dans la compta, mais surtout, on va trouver tout ça dans l'ERP avec des gestions commerciales sur les ventes et les achats. Voilà. Donc, restituer des informations exactes, c'est vrai dans tous les secteurs d'entreprise. Et qu'est-ce qu'on va faire finalement? Dans tous les cas, on va répondre à 3 questions. Qu'est-ce qu'on a vendu? Et quelle marge on a fait dessus, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a en portefeuille, que ce soit du côté vente ou du côté achat? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre demain? Et quand on dit ça, en fait, on est complètement transversal. Et dans la question, qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre demain? Ce n'est pas une affaire uniquement commerciale, ça peut être une affaire industrielle, d'approvisionnement ou de ressources pour les sociétés de conseil, par exemple. Donc, toutes ces informations-là, on répond à ces 3 questions et en fonction du secteur d'activité, on va avoir un niveau d'information et une granularité de cette information qui va être différente en fonction du segment, en fonction du métier ou en fonction de la taille d'entreprise. Mais on répond tout le temps aux mêmes questions finalement. Donc, pourquoi est-ce qu'on va essayer d'utiliser les données de l'entreprise et comment on va le faire? Eh bien, il s'agit évidemment de définir des indicateurs clés. Donc,
pour arriver à de l'EBE, les indicateurs clés, c'est le chiffre d'affaires, la marge, les charges opérationnelles, qui va nous dire, évidemment, par différence, l'excédent brut d'exploitation, le détail de la masse salariale, c'est toujours un point clé, évidemment. Et puis ensuite, on va l'organiser en fonction des axes d'analyse qui correspondent au métier de l'entreprise. Alors, la business intelligence, ça sert à quoi dans cette histoire? Ça sert à centraliser les données. Donc, centraliser des données pour constituer un patrimoine des données de l'entreprise. Un patrimoine des données de l'entreprise, ça veut dire qu'on a une seule source d'information dans un infocentre et dans laquelle l'ensemble de l'équipe data va taper, va piocher. Donc, l'équipe data, c'est quoi? C'est des gens qui ont l'habitude de traiter des chiffres dans l'entreprise, c'est des contrôleurs de gestion, ça peut être de l'ADV, ça peut être de la production, ça peut être du marketing. C'est des gens qui utilisent des outils, alors Excel dans 100% des cas, et avec un peu plus de performance des outils de BI. Et ça va permettre de centraliser cette information, de l'organiser, de la nettoyer, de la rendre cohérente, de l'harmoniser et d'harmoniser potentiellement des choses qui sont hétérogènes. Vous avez plusieurs entreprises où elles n'ont pas forcément les mêmes niveaux de granularité, il faut les harmoniser. C'est avec des outils de BI qu'on va pouvoir faire ça dans les meilleurs délais et pour maintenir ça au fil de l'eau. Voilà. Donc, c'est ça l'objectif, d'avoir un chiffre cohérent et d'avoir des chiffres qui sont toujours à jour. Et ce travail de centralisation des données, ça se commence le plus tôt possible et ça nécessite une vision très transversale de la chose. Ce n'est pas un sujet informatique, ce n'est pas un sujet comptable, ce n'est pas un sujet de la production, c'est un sujet qui doit réunir tout le monde autour de ce patrimoine de données. Et tout ça, ça va permettre évidemment d'avoir une meilleure notion sur le cash. Et du coup, Stéphane, je te redonne la parole pour voir comment on va optimiser à très très court terme ce cash. Avant de parler du cash, je voudrais juste faire un tout petit complément à ce que vient de dire Anne. Si on transpose tout ce que Anne, tu viens de dire à la notion de situation de crise, moi, patron de l'entreprise ou accompagnateur de l'entreprise en charge de traiter la problématique de crise, moi, qu'est-ce qu'il me faut pour arriver finalement dans ma phase 1 à régénérer un EBE positif et à régénérer un cash flow positif? Ben, si c'est une entreprise industrielle, par exemple, je vais avoir besoin de savoir si telle unité de l'entreprise, admettons qu'il y ait 4-5 unités, est-ce qu'elle me tire vers le haut, est-ce qu'elle me tire vers le bas par rapport à la moyenne, la contribution moyenne du groupe? Comment se situe chacune de ces unités? Et s'il y en a une qui se situe manifestement en dessous du seuil ou de la moyenne, la question se posera de savoir si je dois la fermer ou pas. Si je suis dans le retail, la même question se posera au regard du panier moyen. Est-ce que mon panier moyen, dans tel client, il est au-dessus de la moyenne, en dessous de la moyenne, de la marge moyenne? Et c'est ça ce qui va me permettre de prendre la bonne décision. Une gamme de produits, un type de client. Je vais avoir besoin de cette finesse d'analyse de façon à pouvoir prendre rapidement des décisions en étant sûr de ne pas me tromper. Et donc, la vérité du chiffre dans la conduite du plan, c'est quand même quelque chose d'absolument essentiel, d'autant qu'il va falloir que je convainque des banquiers, il va falloir que je convainque des partenaires externes qui sont eux-mêmes des experts du chiffre. Et donc, je dois absolument être capable d'avoir le chiffre le plus fin. L'un des chiffres… Je voudrais juste faire une petite parenthèse, Stéphane, si tu permets. Voilà, à propos de la situation actuelle que tout le monde vit, certainement plein d'entre vous ont été amenés à faire des plans de trésorerie pour faire une demande de PGE garantie par l'État. Donc, évidemment, dans l'urgence, tout le monde a fait un plan de trésorerie. Et encore une fois, pour revenir à la pression dont parlait Stéphane, soit vous faites un plan de trésorerie qui correspond à la meilleure information réelle que vous avez de votre entreprise et qui vous semble réalisable. Voilà. Soit vous subissez la pression parce qu'on va vous dire que pour présenter le plan de trésorerie au banquier, il faut creuser la courbe ici ou au contraire l'améliorer. Chacun a sa vision des choses. Mais ce qu'il faut, c'est que vous, en tant que chef d'entreprise, vous ayez quelque chose qui corresponde au plus proche de la réalité et en mettant de côté ces différentes pressions, encore une fois, qui vont vous pousser à faire croire que vous allez peut-être
passer la barre sans avoir besoin de beaucoup de financement, ou au contraire, faire croire que vous avez besoin de beaucoup de financement quand vous n'en avez pas forcément besoin beaucoup. Voilà. Parmi les premières mesures, et puisque c'est l'objet de cette présentation aujourd'hui, la semaine prochaine, on traitera plus largement du plan, de la phase 1 du plan, mais là, on est dans les toutes premières mesures, donc le tout début de la phase 1. Évidemment, le cash. Le cash, c'est ce qui permet de tenir. Et tenir, parfois, c'est survivre, c'est s'en sortir. Donc, il va falloir, d'une façon ou d'une autre, serrer les cordons de la bourse et gérer le cash à la pince à épiler, quoi. Vraiment de façon très, très fine. Et puis là, il y a des recettes de cuisine. Donc, ça m'amène à rentrer un petit peu dans la technique, si je puis dire, ou dans la cuisine. Mais là, il y a des recettes, effectivement. Alors, quand on n'a pas l'habitude de gérer des situations de crise, ce n'est pas évident. Quand on a l'habitude de les gérer, ce qui est mon cas, c'est des recettes qu'on connaît. La première des choses qu'on va faire, c'est d'aller négocier avec l'administration sur l'ensemble des charges de l'administration. C'est la TVA, c'est les impôts, c'est les charges sociales. Et tout ça, c'est regroupé au sein de ce qu'on appelle la commission des chefs de service au niveau de la préfecture. Et le métier de la commission des chefs de service, c'est précisément de synthétiser de façon à ce que vous ayez un interlocuteur unique. Donc, on ne va pas perdre son temps. On va prendre contact avec la commission des chefs de service au niveau de la préfecture et on va être proactif par rapport au risque d'impayé. Et alors là, la notion de proactivité, elle est essentielle. J'imagine qu'Emmanuel en parlera tout à l'heure mieux que moi, mais c'est absolument déterminant d'être proactif, c'est-à-dire ne surtout pas attendre la date de l'échéance pour appeler en disant « je ne peux pas ». Il faut certainement pas avoir honte ou peur ou je ne sais pas quoi. Il faut assumer sa situation, prendre contact avec la commission des chefs de service, par exemple, aller rencontrer ces gens-là, établir une relation interpersonnelle, leur exposer la situation. On est dans une situation de difficulté. Si elle est effectivement résultant d'une situation systémique comme c'est le cas aujourd'hui, aujourd'hui, ils ont des instructions précisément pour vous accueillir, vous écouter et vous aider. Donc, pourquoi ne pas le faire, puisqu'on vous y invite. Quand ce n'est pas le cas, de toute manière, leur métier, c'est de vous accueillir, de vous écouter, de vous aider. Au regard de la commission des chefs de service et donc des dettes d'État, il y a un point auquel il faut faire particulièrement attention, c'est le fait de négocier avec eux un étalement, puisque le but du jeu, ça va être ça, d'avoir du crédit gratuit en quelque sorte, de négocier un étalement, pas uniquement portant sur les sommes dues là, tout de suite, on est en trimestriel en général, donc pas uniquement sur les échéances dues à la fin du trimestre, mais peut-être sur celles du semestre. Voilà, négocier un étalement, un plan, un différé, avec le cas échéant une franchise, parce que tout ça, ça peut se faire. La contrepartie qu'en général il demande, et là il faut que la relation interpersonnelle existe pour passer au-dessus de cet obstacle, c'est un nantissement sur quelque chose, sur le fonds de commerce, ou, pire encore, une inscription de privilège. Il faut absolument éviter les inscriptions de privilège. Deuxième action qu'on peut conduire là, tout de suite, maintenant, immédiatement, c'est ce que j'ai appelé le coup de poing sur le recouvrement, c'est-à-dire mener une opération commando sur le recouvrement. Et ça, c'est très important. Ça a deux intérêts, l'un comme l'autre très important. Le premier, c'est qu'on va passer de 120, 180 jours du poste client, on va essayer de le ramener à 45, 60, 90, et donc on va récupérer un mois de trésorerie ou 2 mois de trésorerie. Et le deuxième, c'est que pour faire ça, pour faire le coup de poing sur le temps de recouvrement, il ne faut pas hésiter à mobiliser tout le monde dans l'entreprise. Les commerciaux doivent appeler leurs clients, les gens de la comptabilité, les gens de l'administration des ventes. On met tout le monde sur le pont, chacun on répartit la liste des clients à appeler. On met tout le monde sur le pont. Pourquoi on met tout le monde sur le pont? D'abord parce qu'on a besoin de cet argent et ensuite parce que généralement, l'amélioration du recouvrement, c'est la première victoire commune dans le plan. Et ça, psychologiquement, c'est très important. Parce que jusqu'à présent, on a plutôt eu des mauvaises nouvelles. On a le banquier qui vous a appelé, généralement convoqué d'ailleurs, voilà, et les choses sont un peu tendues. Voilà, on est dans la tension. Et la première victoire qu'on va pouvoir vivre ensemble, c'est celle de l'amélioration de la situation de trésorerie par le recouvrement. On va aussi chercher à optimiser pour les entreprises qui ont du stock. Je pense au retail, je pense évidemment pas au service. On va chercher à optimiser le stock. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si vous observez objectivement vos ventes au regard de votre stock, une partie significative de ce que vous vendez, c'est ce que vos clients vous demandent, ce qui fait que vous avez des stocks qui tournent assez vite et des stocks qui tournent, d'autres parties du stock qui tournent beaucoup moins vite. Et là, il va falloir essayer d'optimiser le stock, c'est-à-dire de vendre ce qu'on a en stock, quitte à faire des promotions d'ailleurs. Et d'ailleurs, pendant toute la phase 1,
on va essayer de maintenir le niveau de stock le plus bas possible, quitte à négocier de nouvelles conditions d'approvisionnement avec les fournisseurs. On va solliciter le crédit fournisseur. Alors, je sais que politiquement, ce n'est pas correct de dire qu'on va solliciter le crédit fournisseur. Et effectivement, c'est a priori pas bien de le faire, sauf que si on observe le poste fournisseur, un peu comme le poste client d'ailleurs, on retombe très généralement sur cette fameuse loi de Pareto, où 80% des produits que vous approvisionnez, qui sont les produits importants de votre panier, de votre offre, sont fournis par 20% de vos fournisseurs. Donc, on va avoir un nombre assez limité de fournisseurs, 10, 15, 20 fournisseurs, qui sont les fournisseurs qu'on appellera stratégiques. Ceux-là, il faut de la même façon, de façon proactive, aller les rencontrer, leur expliquer la situation. On est dans un rapport d'homme à homme, là. On n'est plus dans un rapport d'entreprise à entreprise, de client à fournisseur. On est en train de parler d'une situation. Ils n'ont a priori pas d'intérêt à perdre votre clientèle. Ils n'ont pas non plus d'intérêt à augmenter leur risque d'impayé. Donc, finalement, vous accompagner dans la situation, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire pour eux aussi. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir négocier, je ne sais pas, optimiser les prix, optimiser la supply chain, c'est-à-dire leur délai d'approvisionnement, de façon à garder le stock le plus bas possible, négocier les délais de paiement contre, éventuellement, la mise à disposition des faits de commerce. Vous allez leur remettre une LCR ou une lettre de crédit. Eux vont vous donner 120 jours ou plus pour payer et ils pourront mobiliser auprès de leur banquier votre lettre de crédit pour assurer leur trésorerie à eux. On peut trouver des solutions, on est dans un rapport d'homme à homme, dès lors qu'on a anticipé la situation, qu'on a un plan et qu'on est capable d'exposer en honnêteté la situation et la perspective. Voilà. Il y a un point aussi qui est essentiel, c'est qu'il ne faut pas surprendre les partenaires financiers, que ce soit les banquiers et les sociétés de crédit. Anne, je te laisse peut-être dire un mot là-dessus. Oui, donc effectivement, en lien avec le plan de trésorerie et donc le cash, surprendre les banquiers, vous le savez tous, et il y en a peut-être qui nous écoutent, effectivement, ils ont aussi leurs propres contraintes, ils ont aussi leur propre niveau de décision, leur hiérarchie, et les surprendre alors que vous n'avez pas anticipé, c'est encore une fois un indicateur de crise, évidemment, et ça montre que vous n'avez pas non plus su anticiper. Donc, il est important d'abord de ne pas vous surprendre vous-même, donc de ne pas vous voiler la face. Quand on a besoin d'un financement de 1,5 million et qu'on essaye de faire croire que ça va passer avec 800 000, ça ne passe pas. Donc, on peut effectivement le mettre en forme et le présenter dans un storytelling qui va se faire en plusieurs épisodes, mais à un moment donné, de toute façon, ça ne passera pas. Donc, il faut ne pas les surprendre et au contraire, s'en faire des partenaires et bien leur exposer la situation et aller ensemble chercher des financements avec eux et avec peut-être d'autres solutions. Mais la pire des situations, c'est d'arriver au dernier moment et de dire, voilà, on ne peut pas payer la dette, par exemple, et de ne pas avoir su l'anticiper et de les mettre dans une situation qui est extrêmement compliquée pour vous d'abord, mais pour eux aussi. Et ça, généralement, c'est assez casse-gueule pour dire les choses comme elles sont. Les banquiers ont des outils pour accompagner les entreprises en situation de difficulté. Je pense à des outils comme le DAI, je pense à des outils comme l'affacturage, qui leur permet de ne pas être exposés au risque directement, mais qui vous permet à vous d'avoir de la trésorerie. Donc, ils ont ce type d'outils. Pourquoi ils les utilisent? Pourquoi ils ne les utilisent pas? Ils ne les utilisent pas quand ils sont surpris et qu'ils ne sentent pas bien le truc, voilà, ou qu'on leur met un peu le couteau sous la gorge. Et ils les utilisent beaucoup plus volontiers quand on est dans une relation de transparence tranquille, on est face à un problème, mais on reste calme, on a construit un plan et on expose simplement les outils qui sont nécessaires ou les moyens qui sont nécessaires à pouvoir l'accomplir. C'est assez rassurant et dans ces conditions-là, ils mettent volontiers en œuvre les outils dont ils disposent pour accompagner les entreprises en situation difficile. Le dernier point, c'est solliciter les aides et les subventions. Voilà, je pense à des choses comme le CICE, je pense à des choses comme le CIR. En termes de subventions, je pense notamment à des subventions de type BPI. Et là, je vous invite volontiers à faire appel à des cabinets spécialisés, surtout pas essayer de traiter ces dossiers en interne. D'abord parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire dans la gestion d'une situation de crise et dans un plan de redressement. Et ensuite parce qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, qui généralement se rémunèrent essentiellement sur du variable, c'est-à-dire du success fee,
voilà, et qui ont une vraie compétence à savoir faire ça dans un délai que de toute manière, vous ne seriez pas en mesure de réaliser. Voilà, donc je vous invite vraiment à jouer ce jeu-là. Il faut chercher les aides et les subventions, mais à le faire avec des partenaires externes compétents. Des conseils très, très pratiques. J'ai peut-être une petite remarque et Olivier a mis une question qui n'est pas du tout inintéressante sur la conversation. Tous ces gens, finalement, parce que c'est partie prenante, mais ce sont des gens, il va falloir aller les convaincre. Et donc, il est absolument fondamental que ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où vous n'allez pas très bien, bon, en ce moment, il y a plein d'entreprises qui vont aller pas très bien et on va rarement, en tout cas pas pour l'instant, vous mettre en cause pour ah oui, il ne gère pas bien sa boîte et c'est normal et c'est ceci et c'est cela. A priori, en plein Covid, ce n'est pas ça qui va se passer. Hein, tout le monde va être assez empathique sur le fait que bah oui, ça a été très difficile, vous n'avez pas pu bosser pendant 2 mois, etc. Cependant, pour donner confiance, pour être certain, et quand on y va, quand on va parler proactivement à toutes ces parties prenantes, il faut avoir super bien bossé son storytelling. Il faut que ce soit rodé, que ça tourne très bien, que ça soit super logique, que ce soit hyper convaincant. On n'y va pas en n'ayant pas répété, hein, il faut répéter. Et il faut également, pour préparer, se mettre dans la peau en fait, de la partie prenante que vous allez voir, votre banquier, les pays, je sais pas, vos clients, vos sous-traitants, et se dire quelles vont être ses premières questions, qu'est-ce qu'il va me poser comme question, qu'est-ce qu'il va dire, à quoi il va s'intéresser, et ne pas tomber des nues en n'ayant pas de réponse. Donc, il faut préparer aussi son document questions-réponses avant d'aller solliciter toutes ces parties prenantes. Et dernier point, cet ensemble de documents, donc de communication autour de ce qui vous arrive, il faut que ce soit partagé dans toutes vos équipes. Il n'y ait pas, par exemple, le DAF qui dit quelque chose à un banquier, le DG qui dit autre chose à son client principal, les VRP qui disent encore un troisième truc. Donc ça, ce n'est pas possible. Il faut aligner la communication en interne pour que votre entreprise donne une véritable impression de cohérence et de force. Et ce que disait Olivier, alors, donc la petite remarque, c'est le coup de poing, c'est gentil, mais dans un contexte normal, ok. Aujourd'hui, comment on fait quand tout le monde est dans la même situation? Je ne sais pas si Stéphane, tu veux répondre ou Anne à cette. Moi, je peux commencer par dire un mot. C'est vrai, donc évidemment, on peut s'imaginer que tous les clients sont dans la même situation, mais dans la réalité, c'est jamais 100% des clients. Et surtout, quand on regarde le poste client, déjà, comme je le disais au préalable, il faut s'assurer qu'on ait une information qui soit absolument nickel. Et déjà, ça, c'est un premier coup de poing, c'est de mettre à jour les choses. Je vous donne un exemple, 2 exemples même. Je suis intervenue dans une société de BTP, voilà, de choses spécialisées, dans lesquelles il y avait un très gros poste client et sur lesquels, évidemment, on me dit, on ne peut pas, il y a des litiges, il y a des... Finalement, 50% des créances qui étaient dues étaient liées à des problèmes de non-conformité ou de bâtiments, enfin de chantiers qui n'étaient pas vraiment terminés. Il suffit qu'il manque un boulon. En l'occurrence, c'est une société qui avait un gros chantier sur un grand musée parisien. Et pendant 8 mois de ma mission, toutes les semaines, j'ai dit, quand est-ce qu'on va mettre ce boulon? Et j'ai demandé à ce qu'on m'apporte le boulon sur le bureau le jour où on a enfin reçu ce boulon pour être sûr qu'il allait être posé et qu'on allait pouvoir réclamer la créance. Donc, avant de dire les clients ne peuvent pas payer, regardons chez nous si on a les moyens de se faire payer parce qu'on a fini notre job et qu'on a fait la bonne facture avec la bonne échéance, avec les bonnes interventions. Aujourd'hui, la plupart des grands groupes ont des systèmes ERP avec des purchase orders. Si vous n'avez pas le numéro de purchase order, si vous avez manqué 10 centimes, ou j'exagère, mais si vous n'avez pas fait votre facture exactement comme était prévu le purchase order, il n'est jamais payé. Et tout ça, ça fait que déjà, on peut obtenir un premier résultat en mettant de l'ordre dans ses comptes clients et en mettant de l'ordre dans ses non-conformités pour se faire payer. Voilà. Et ça, certainement, il ne faudra pas être trop brutal. On a vu en début de crise, moi, j'ai observé deux, trois entreprises qui ont complètement paniqué sur leur cash flow et qui ont été d'une brutalité rare sur le recouvrement. Oui, bien sûr. Même si, d'abord, je ne pense pas que ce soit très efficace, tout simplement parce que vous braquez les gens. Et puis, il y aura un souvenir, il y aura une trace. Souvenez-vous de notre sur les bons, les bons et les truands. Le comportement que vous aurez eu pendant cette crise, avec vos parties prenantes, que ce soit les fournisseurs ou les clients, eh bien, ça va rester. Ça va rester.
En complément pour répondre à Olivier, je lui dirais simplement que déjà, on va exclure toute la partie B2C, parce qu'a priori, on n'a pas beaucoup de recouvrement à faire quand on fait du B2C. Hein. Les gens partent après avoir payé avec le produit. Donc, on n'est pas tellement. Donc, on est plutôt dans le B2B. Cette question s'adresse plutôt au B2B. Et là, on est dans des chaînes de valeur. Et je parlais de la loi de Pareto s'agissant des fournisseurs tout à l'heure. C'est exactement la même histoire s'agissant des clients. Quand on observe le poste client, on se rend compte que 80% du chiffre d'affaires, on le fait avec 20% du nombre des clients. Et c'est ces clients-là qu'il faut aller rencontrer, voilà, et puis trouver des solutions intelligentes, et effectivement pas violentes, mais trouver des solutions intelligentes. Moi, patron d'entreprise, je vais prendre à charge les 10 plus gros, voilà, les 10 suivants, c'est le directeur financier qui va s'en occuper, etc., etc. On va descendre l'échelle comme ça, et puis on va les rencontrer, voilà. Et toutes les entreprises ne connaissent pas les mêmes difficultés au même moment. Mais l'essentiel, c'est de conduire l'action dans une relation intelligente, en créant un relationnel d'homme à homme, et sans avoir ni peur ni honte d'exposer le fait que le recouvrement de cette créance est aujourd'hui déterminante pour moi. Alors, dans le premier coup de poing, pour en rajouter encore un petit sujet, c'est que la première chose à faire, c'est de savoir comment on s'en occupe en interne. Souvent, moi, je m'aperçois, notamment dans des petites entreprises, qu'il n'y a pas de credit management et qu'on va avoir, confié ça à la comptabilité. En fait, le recouvrement, c'est un métier commercial. Et donc, ce n'est pas du tout compatible avec le métier de comptable qui va toujours vous expliquer qu'il n'a pas pu rappeler le client parce qu'il devait le rappeler 5 minutes après et que le client lui a dit ceci et cela. Et qu'évidemment, comme il était dans sa compta, il n'a pas pu se dégager les 5 minutes parce que ce n'est pas compatible avec un métier qui demande de la concentration, de la rigueur. Et souvent, ce n'est pas compatible d'ailleurs avec la typologie de comptable. Et donc, la première des choses à faire, c'est de savoir qui s'en occupe. Ensuite, c'est comment on s'en occupe, avec quelle régularité. Je vous donnais l'exemple de cette société de bâtiment. J'ai fait en sorte que tous les lundis matins, le COMEX ait la liste détaillée, je me suis débrouillée pour que ça fonctionne, de tous les trucs qui étaient en retard, en mettant sans arrêt, moi-même, là pour le coup, c'est moi qui l'ai fait, pour rappeler ce qui avait été fait, l'état des relances. Il faut savoir qui s'en occupe, comment on s'en occupe, et changer le process probablement, justement pour que les clients aussi, de leur côté, s'en aperçoivent. On a une expérience commune avec Stéphane, d'une société qui était notre participation, où la relation, il s'agissait d'un franchiseur, où la relation entre l'entreprise et ses franchisés était plus amicale, enfin trop amicale justement, et que le mode de recouvrement ne fonctionnait pas. On l'a donné à quelqu'un d'autre pour savoir quelles étaient les vraies raisons du non-paiement. Et là, on a eu des remontées d'informations claires et nettes. Comme il nous reste peu de temps, peut-être qu'on va passer rapidement sur le dernier slide, et puis on va peut-être répondre aux questions s'il y en a. C'est vraiment un wrap-up, un résumé rapide. Hein. Donc, un plan de retournement, c'est un plan, 3 phases de la méthode, du process. On a abordé aujourd'hui vraiment le top du plan, hein, les premières lignes du plan. On détaillera le 19 mai la phase 1 de ce plan. Il est clair que pour que le plan fonctionne, pour le concevoir et pour qu'il fonctionne, il faut réunir, et on l'a évoqué en transparence pendant cette heure entre nous, il faut réunir 3 compétences. Hein. Il faut un management opérationnel qui soit orienté vers le management de crise. Il faut une business intelligence, on l'a évoqué, et il faut savoir communiquer dans la crise. C'est d'ailleurs un peu nos compétences respectives, Emmanuel pour la communication de crise, Anne pour la business intelligence et moi-même pour le management opérationnel de crise. Voilà. Pour ma part, j'en ai fini. Emmanuel, peut-être que tu veux ajouter quelque chose, peut-être y a-t-il des questions aussi. Il y a quelques choses, je pense que j'ai terminé assez. En conclusion, peut-être une conclusion, c'est, je reprends mon histoire de déni, n'attendez surtout pas pour agir, pour regarder, pour prendre toutes ces premières mesures. Même si ça ne vous paraît pas catastrophique, c'est fondamental d'avoir un coup d'avance. Je pense que ça, c'est très important. Éventuellement, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Alors, c'est un peu compliqué de choisir avec qui on veut travailler, avec qui faire ça, etc. Il faut une grande confiance. Et c'est pour ça qu'il ne faut vraiment surtout pas attendre. Parce que quand
Si la tempête arrive, alors là, ce n'est pas là qu'on va faire les pages jaunes, quoi. Ça sera encore plus compliqué de choisir le bon partenaire avec qui on a envie de bosser là-dessus. Hein, donc, réfléchir à ça, y réfléchir, y penser, mettre en place, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Au contraire, c'est une attitude professionnelle de protection de l'entreprise. Donc n'ayez pas peur du mot, n'ayez pas peur de rentrer dans ces sujets. Alors, il y a des questions. Quelles sont les vertus? Alors, à quoi ça sert de se faire accompagner? Alors, il y a plusieurs questions. Quelles sont les vertus de l'accompagnement? Je peux peut-être répondre. Le premier, comme ça, très rapidement. Une des vertus, c'est que c'est quelqu'un qui est d'extérieur. Il n'est pas biaisé par toutes vos habitudes, par l'histoire de la boîte, etc. Il n'y a pas d'émotion par rapport à la société. Et aussi, une deuxième vertu qui me paraît très importante, c'est que finalement, vous avez aussi le business en fait, qui continue. Et gérer la crise à côté, ce n'est pas possible de s'imaginer qu'on va faire ça plus toutes les choses qu'on fait d'habitude. Et donc, il y a une vraie question de bras et de jambes, quoi. Finalement, on n'a pas assez de temps en tant que patron pour faire tout ça. Et comme en plus, on n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses, si on le faisait tout seul, ça nous prendrait 3 fois plus de temps. Et donc, voilà, ça me paraît deux vertus. Alors, peut-être que vous avez d'autres vertus à nous expliquer. Enfin, très rapidement sur le sujet, un très bon manager d'entreprise qui a 25 ans d'expérience dans le développement d'entreprise n'est pas nécessairement le meilleur des managers pour la gestion de crise. Donc, il y a une sorte de façon de penser qui est très différente. Et ça, cette qualité de manager de situation de crise, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre sur le tas en 15 jours. C'est quelque chose qui est aussi le fait de l'expérience. Donc, se faire accompagner, c'est bénéficier de cette expérience. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que c'est beaucoup plus facile d'être le catalyseur d'un projet de crise quand on est externe à l'entreprise, qu'on ne porte pas l'historique de la situation de crise. Voilà, on est le bon apôtre. Et cette voix du bon apôtre, elle est plus facilement audible que la voix de l'entrepreneur qui est obligé dans la gestion de crise de revenir sur des décisions qu'il avait prises lui-même il y a quelque temps, parce que organiser un plan de licenciement, c'est licencier des gens que j'ai recrutés moi-même il y a quelque temps. Fermer un site, c'est fermer le site que j'ai ouvert moi-même il y a quelque temps, etc. Donc, une gestion de crise, ça amène à prendre des décisions douloureuses. Elles sont d'autant plus douloureuses si les décisions qui avaient conduit à la création de ce poste, que ce soit une unité ou que ce soit une personne, c'est moi qui les avais prises quelque temps auparavant. Donc, voilà, la vertu de l'accompagnateur, c'est le fait de ne pas avoir la charge émotionnelle, d'être capable de traiter ça de façon très technique, d'avoir la voix du bon apôtre qui permet de regrouper les énergies dans la perspective du projet. Voilà ce que je dirais. Indépendamment du fait qu'en plus, ce sont des bras et des jambes et un cerveau de plus à bord. Voilà. Alors, il y a une autre question qui est intéressante, qui est peut-être plus pour Anne. Vous avez évoqué des indicateurs, des chiffres financiers, il faut faire une data room, il faut tout remettre au carré, etc. Mais s'il y en avait simplement un qu'on utilise d'un bout à l'autre, qu'on peut suivre, qu'on met dans les rapports, etc., ça serait lequel? Clairement, si on avait vraiment qu'un, ce serait le BE, parce qu'on a bien insisté sur le… Alors, rappelons ce que c'est que le BE pour ceux qui ne sont pas forcément accoutumés à ces termes. Donc, c'est vraiment le résultat, le bénéfice, l'excédent brut d'exploitation, voilà, ou l'EBITDA en anglais. Mais ça représente quoi? Ça représente la capacité de l'exploitation à dégager du cash indépendamment de sa structure financière, indépendamment de la manière dont elle est financée et indépendamment de son outil industriel, c'est-à-dire indépendamment de le coût de ses machines et voilà, le coût de son matériel industriel, pour résumer les choses. Donc, c'est quoi? C'est vraiment un secteur comparable, c'est vraiment la capacité de la société à avoir un résultat qui est normatif par rapport à son secteur. Voilà, ça se mesure en pourcentage du chiffre d'affaires, évidemment. Voilà, donc il faut regarder ça. C'est aussi pour ça que les datas sont importantes, parce que ça va nous permettre d'avoir un historique, surtout souvent quand on veut regarder quelle est
le chiffre normatif, donc le pourcentage de l'EBE sur le chiffre d'affaires. Il faut remonter sur un historique assez long pour voir quelle est la performance de l'entreprise dans ses meilleures périodes. Alors vous allez me dire, évidemment, elle a pu évoluer dans son mix produit, son mix client, mais malgré tout, on va pouvoir tirer quand même une information normative de ce qu'elle devrait réaliser dans le meilleur des cas. Déjà, il faut qu'elle passe au-dessus de 0, puisqu'on a dit qu'il fallait retrouver du cash positif, donc c'est la première des choses. Et puis, on va pouvoir la comparer au même secteur, puisqu'on va avoir, justement, c'est fait pour ça, l'EBITDA, c'est pour pouvoir comparer aussi les entreprises qui ont la même typologie d'exploitation. On va comparer un hôtel avec un autre hôtel, du retail avec du retail et de l'industrie avec de l'industrie. Voilà. Et on va avoir des ratios qui sont comparables pour dire si on s'améliore, si on est en dessous ou au-dessus du normatif. Ok, ben merci, ça c'est très intéressant. Alors, on a passé le temps, mais je vais peut-être prendre cette question-là parce que, effectivement, Anne, quand tu parles de tout remettre au carré, de faire une data room, d'harmoniser, d'être sûr que tout le monde a les mêmes chiffres et tout, et qu'on se dit que ça va déjà pas, on n'a peut-être pas forcément super envie de se mettre dans cette activité. Ouais. C'est vrai que si on est en pleine crise, ce n'est pas le moment de mener des projets de RP, ce n'est pas le moment de mener des projets structurants. Néanmoins, là, c'est sur un projet qui… Combien de temps à peu près au moins pour en tirer quelques chiffres suffisamment justes et suffisamment parlants pour pouvoir gérer la crise, pour pouvoir faire des arbitrages. Il faut combien de temps à peu près? Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir donner un temps sans connaître. D'abord, il faut savoir quelle est la structure de l'entreprise. Évidemment, il faut savoir de quoi on part. Donc déjà, on va avoir des entreprises qui ont des ERP qui sont bien structurées, peut-être pas très bien paramétrées. Donc il va falloir travailler sur le paramétrage pour améliorer l'information qu'on va avoir. Donc là, je parle du référentiel. Donc si on veut savoir… comment, par exemple, sur nos prix de revient, il faut s'assurer que les articles sont paramétrés correctement, que les coûts moyens sont paramétrés, que le calcul de la valorisation des stocks se fait correctement, est-ce qu'il se fait bien en réel, est-ce qu'il se fait en standard, etc. Donc ça, faut déjà faire un état des lieux. Ça peut aller très vite parce que, voilà… je ne sais pas, il faut interroger quelques hommes clés et aller voir directement dans le système ce qu'on va pouvoir récupérer comme information. Tous les ERP sont dans la même philosophie, en fait. Donc, grosso modo, dans tous les cas, on va avoir un référentiel, c'est-à-dire une base article, une base client, une base fournisseur. Donc, déjà, et ensuite, on va avoir des informations transactionnelles. Donc, nous, on a tellement l'habitude, donc on sait exactement où est-ce qu'il faut aller voir pour savoir si on va avoir beaucoup de travail à faire ou pas. Je vous donne un exemple, je l'ai fait alors c'était dans un contexte un peu différent, mais très rapidement, si on est sur un périmètre d'information comptable, ce qui n'est pas suffisant pour faire de la trésorerie, hein, je le précise, mais aller collecter de l'information de plusieurs entités juridiques sur des bases comptables qui sont plus ou moins harmonisées et qui, malgré tout avec des exceptions et qu'on va devoir comparer par exemple à un budget, on est capable de le faire en un mois. Voilà. Je l'ai fait, j'ai plusieurs exemples. Donc, en un mois, on est capable de structurer une information comptable et de la comparer avec un budget sur, on va dire, sur 2 ou 3 entités juridiques. Voilà. Après, si je vous donne un autre exemple d'un projet qu'on a mené l'année dernière avec mon collaborateur, on a harmonisé 26 entités juridiques, pas liées juridiquement entre elles, avec différents niveaux de regroupement pour un fonds d'investissement qui investit dans l'industrie. Voilà. Donc là, ça nous a pris, on va dire, je dirais 3 mois et en temps complet, une vingtaine de jours. Voilà. Quand même. Okay. Ah ben oui, quand même. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre pour mettre à jour son référentiel et déjà avoir une idée de ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est vrai qu'on peut toujours récupérer dans l'urgence des informations qu'on va retraiter, mais il faut que l'intérêt, c'est qu'on puisse nourrir ensuite au fil de l'eau cette information. Vous avez des tas de gens qui sont capables de vous faire un plan de trésorerie en allant collecter pendant une semaine des informations, en les triturant, en les mettant en forme et en vous disant ça, c'est vos plans de trésorerie.
Et puis, dans une semaine, il est plus bon. Et puis, dans un mois, il est plus bon non plus. Donc, il faut voir… il faut qu'on avance sur les questions. Mm. Il y a une question de M. Drapier. Oui, vas-y. Non, je te laisse. Non, mais vas-y, comme tu l'as vu. Il y a une question de M. Drapier que je trouve tout à fait pertinente, qui est dans le cadre d'une cellule de crise multidisciplinaire où des DAF se retrouvent avec des RH et des responsables HSE ainsi que des responsables opérationnels, comment opérer des décisions multicritères et avoir un même niveau d'analyse des risques, une matrice multicritère, etc., etc. En fait, c'est effectivement une question très ouverte, d'accord ? La seule chose dont il faut avoir conscience, quand on traite un sujet qui s'appelle situation de crise, c'est qu'il n'y a pas de question ouverte. Je le répète, si je suis en phase 1 et que je dois structurer et animer cette réunion, mon objectif et l'objectif qui doit être l'objectif collectif est reconnu comme tel, accepté, reconnu, compris comme tel par chacun, c'est l'amélioration de l'EBE. Je régénérais le cash flow. Donc c'est vrai que pour ça, on a besoin de, Anne le disait tout à l'heure au niveau du chiffre, on a besoin de combiner tout un tas d'intelligences possibles, des gens de la production, des gens des RH, des gens, etc., etc. Mais leur mode de réflexion et les éléments qu'ils vont apporter à la discussion quand ils rentrent dans la salle de réunion, ils sont pilotés, ces éléments, et cette intelligence, elle est pilotée par la définition d'un objectif commun qui est améliorer l'EBE. Tout ce qui ne contribue pas à ça n'a même pas le droit de rentrer dans la salle de réunion, si je puis dire. Voilà. Donc, c'est toute idée, pas les personnes, mais les idées qui ne contribuent pas à cet objectif qui doit être l'objectif commun, d'accord ? Et c'est très important parce que dans ce moment-là, on n'a pas le temps de s'éparpiller. On doit prendre des décisions et donc, ces décisions, elles sont conduites par la définition préalable d'un objectif commun. Donc, le patron des RH qui rentre dans la salle de réunion, il sait pourquoi il y rentre. Il ne rentre pas pour discuter des RH et de l'amélioration de ceci ou de l'évolution de cela. Il rentre dans qu'est-ce que je peux faire au niveau des RH pour contribuer à l'amélioration de l'EBE. Moi, responsable de la prod, je rentre dans la salle de réunion avec comme élément de réponse, souvenez-vous de la fameuse réflexion de mon prof d'économie, tu as la solution, tu fais partie du problème. Ok, merci. Alors, il reste deux questions. Une, qu'est-ce que vous consolidez dans les datas de l'entreprise? Du coup, je vais répondre à nouveau. Donc, évidemment, quand on parle des datas de l'entreprise, si l'objectif, c'est de faire un plan de trésorerie, il faut consolider le maximum d'informations. Et qu'est-ce qu'on va consolider? Alors déjà, on va regarder s'il y a plusieurs sociétés à consolider. Donc, forcément, on va consolider des informations comptables. Quand je parle d'informations comptables, on descend au niveau le plus fin, c'est-à-dire à la ligne d'écriture, pour être sûr d'avoir une information vraiment précise et complète. Si on va faire de la trésorerie, comme je le disais tout à l'heure, on va aller chercher des informations dans la gestion commerciale, donc les commandes d'achat, les commandes de vente et évidemment le prévisionnel. Alors, le prévisionnel, c'est très intéressant parce qu'il est rarement dans le RP et que du coup, il va falloir aller le retraiter avec les informations qu'on aura. Voilà, et donc les remettre en forme pour qu'on puisse les consolider avec un niveau de granularité commun à l'ensemble des entreprises qu'on consolide. Voilà. Donc, la trésorerie, c'est le plus compliqué parce que justement, si on veut avoir une prévision de trésorerie, il faut tout avoir, il faut tout savoir. Ok. Ben. Et puis une petite dernière, enfin, il y a une remarque intéressante, je ne sais pas si tu veux prendre, Stéphane. Oui, j'écoute. Ils veulent savoir, économie, si par hasard, ce n'était pas Raymond Barre. Pardon? Est-ce que ton prof d'économie qui te disait ça, c'était Raymond Barre? Exactement. Il y en a qui ont l'air d'avoir eu les mêmes réflexions. Bah oui, c'était un de ces trucs. Hein. Ouais. C'était un de ces trucs. Ça ne nous rajeunit pas. Alors, qu'est-ce que ça... Mais il était brillantissime. C'était un personnage brillantissime. Oui, il paraît. Qu'est-ce que ça coûte de mettre en place un outil de business intelligence? Alors, si ça vous intéresse, je vous en parlerai évidemment en détail volontiers, mais qu'est-ce que ça coûte? J'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que… C'est une bonne réponse, ça. J'en sais rien parce que je ne vous connais pas. Voilà. Donc, évidemment, pour le savoir, déjà, il y a trois fondamentaux dans la mise en place d'un outil de BI. Il y a des licences,
ou le service que je peux apporter en utilisant directement mes propres licences. Mais le principe de base, c'est on a des licences d'un logiciel avec sa maintenance, on a une phase de déploiement ou de conception ou de modélisation qui va dépendre, comme je disais, de la granularité de ce qu'on va récupérer, de l'état des lieux de ce qu'on va récupérer, comment on va organiser tout ça et avec quel objectif. Les objectifs, comme je disais, c'est toujours les mêmes, hein, quelle que soit l'entreprise. Et puis, la deuxième phase, c'est concevoir les reportings de restitution. Et là, ça va dépendre aussi beaucoup de la capacité de vos équipes à participer au projet. Donc, quand on dit capacité, c'est capacité de temps, parce que vous pouvez peut-être avoir les compétences, mais pas le temps, c'est souvent le cas. Et puis, si vous avez à la fois les compétences et le temps, alors à ce moment-là, on va travailler directement avec vos équipes. Et évidemment, c'est la situation qu'on préfère, de manière à transférer la compétence le plus vite possible et que les équipes internes deviennent autonomes le plus vite possible. Bon, ben merci. J'ai plus de questions. Une petite remarque rigolote de Pierre sur LinkedIn en même temps. Donc, on va zapper partout. Qui dit c'est gentil, mais pour faire du recouvrement client de combat, il vaut mieux pas avoir délocalisé sa compta client et fournisseur en Inde, en Pologne. Les sujets de la relocalisation, la relocalisation sont des sujets à venir. Là, on sort d'une crise sanitaire, on s'en remet à peine, et c'est de loin pas fini d'ailleurs. La crise économique, les entreprises là, elles vont plutôt bien parce que avec les aides d'État, elles n'ont pas payé leur salaire, elles n'ont pas payé la TVA qui a été reportée, elles n'ont pas payé un certain nombre de charges, donc évidemment, éventuellement, elles n'ont pas encaissé non plus. Mais leur situation n'est pas nécessairement beaucoup plus critique à l'instant T qu'elle ne l'était ante-crise, ante-confinement. C'est plutôt au mois de juin, juillet qu'on peut attendre les effets de la crise. Il y avait dans les Échos d'ailleurs, aujourd'hui, un article de l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy aux affaires sociales qui dirige une société de conseil en matière sociale qui prévoyait des plans massifs de licenciement à partir du mois de juillet, particulièrement sur la rentrée, d'autant que le ralentissement économique du mois d'août ne va pas aider la situation des entreprises. Donc oui, la problématique des difficultés d'entreprise, c'est une problématique qui va émerger puissamment, fortement à partir du mois de juin et probablement encore plus à partir du mois de septembre. Et comme le disait Emmanuel tout à l'heure, c'est des choses qu'il faut anticiper, il ne faut pas se laisser surprendre, il ne faut pas attendre. Merci pour ce mot de la fin. Merci à tous d'être presque tous restés jusqu'au bout. Je vois qu'il y en a 3 qui sont partis avant, enfin, pas du tout. Non, merci. On n'est pas tenu les délais, une fois de plus, on a un quart d'heure de retard. Écoutez, on se retrouve pour la deuxième partie de ce webinaire sur le sujet des entreprises en difficulté financière. Donc, on va aborder la semaine prochaine la phase 1 du plan de redressement. Donc, dans le mail qu'on va vous envoyer, qui est un petit mail de remerciement qu'on fait d'habitude, il y aura le lien pour la semaine prochaine. Donc, vous pourrez copier ce lien déjà directement. Et il y aura aussi un envoi d'emailing où vous pourrez vous inscrire. Donc, l'un ou l'autre marchera. Et vous pourrez aussi également suivre sur YouTube en direct la semaine prochaine, donc mardi 19 mai à 15h, la première partie du plan de redressement. Voilà. Merci à tous. Et puis... Merci à tous. Merci à tous.